Voilà, donc on passe à la séance d'aujourd'hui. Et donc j'appelle les coordinateurs et modérateurs, nos amis Jean-François Mercier et Iraj Ganjbach, auxquels je vais céder la place centrale. Donc, ils vont nous présenter une problématique très importante pour notre compagnie, qui est celle de la sécurité du matériel au bloc opératoire et en salle hybride. Ils vont expliquer un peu toutes les problématiques nombreuses qu'ils ont voulu essayer de présenter. Ceci, ça fait partie en plus sur cette année 2022, on a décidé de confier à Pascal Richman, le vice-président de l'Académie, un rapport sur la prévention et la prise en compte des risques opératoires. Donc cette séance d'aujourd'hui lui sera certainement très utile pour constituer une première base de travail. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Au nom de la section consultants et experts de l'Académie nationale de chirurgie, je vous souhaite la bienvenue pour cette séance spécifique annuelle et elle a pour vocation d'accompagner les chirurgiens dans le domaine de la responsabilité et des expertises. Le but sera de vous guider dans la démarche pluridisciplinaire très spécifique et si particulière du bloc opératoire et des salles hybrides que vous connaissez bien au quotidien, mais dans la problématique des complications diverses auxquelles vous pouvez être confrontés. Le thème retenu est celui du programme, qui est sécurité au bloc opératoire et en salle hybride, avec les différents intervenants. La finalité de cette réunion n'est évidemment pas d'établir un catalogue de tout ce qui ne va pas, mais l'objectif est bien de connaître les risques et d'établir une stratégie d'une démarche préventive. Pour en parler, nous avons réuni, comme les autres années, une équipe pluridisciplinaire. Ils vous seront présentés au début de chaque intervention, ainsi que les questions après chaque intervenant du fait de la technicité de chacun. Et nous vous convions d'accueillir un assureur et son équipe de Grenoble et des États-Unis, Philippe Azimour, une avocate spécialisée en cybercriminalité, maître Sylvie Jonas de Paris, un ingénieur de Strasbourg, Bertrand Steb, une hygiéniste de Lyon, François Tissot-Guéraz, et un magistrat du parquet de Bobigny, Philippe Bourrion. Nous sommes très honorés de leur présence, car ils font référence chacun dans leur domaine et ils vont nous faire part de leur expérience. Et nous les en remercions. Je vous propose de commencer. Philippe Azimour, vous avez la parole avec votre équipe. Voilà, ça donne un petit excellent. Ça donne un petit... Monsieur le Président, cher docteur, professeur, c'est la deuxième fois que je suis invité dans cette illustre institution pour présenter en fait la même chose, c'est-à-dire notre cartographie du risque opératoire que nous publions en fait tous les 2 ans. Alors, le titre était le risque assurantiel. En fait, l'assurance, elle finance 2 choses. Elle finance une fréquence d'événements et une gravité d'événements. La fréquence des événements, elle dépend de vous. Elle dépend des médecins, de leur pratique, de leur capacité à éviter l'accident. Et donc, elle est directement corrélée à la qualité des soins. Voilà pourquoi j'ai demandé à un professeur de venir présenter cette cartographie, un de vos membres, le professeur Mutter de Strasbourg. La gravité, elle dépend des magistrats. Je crois qu'il y en a parmi vous, mais vous avez accepté un avocat parmi vos membres. Georges Lacueil est là et pourra répondre à vos questions sur les évolutions en termes d'indemnisation des patients que vous soignez. Enfin, on ne peut pas exercer notre métier sans comparer avec d'autres pays, puisqu'ils sont des révélateurs de tendances. Vous allez parler de cyber risk, c'est quelque chose que les Américains ont vu arriver avant nous.
je vous ai entendu dans le compte-rendu parler de robotique, c'est quelque chose que les Américains ont expérimenté également avant nous. Donc j'ai profité de cette occasion pour avoir avec nous le Dr Graham Billingham, qui est le Chief Medical Officer, donc directeur médical de MedPro, qui est notre porteur de risque, notre réassureur. Et vous savez que maintenant, un chirurgien sur 2 dans le libéral, 2 anesthésistes sur 3 sont assurés par cette compagnie qui appartient à Berkshire Hathaway, qui est le conglomérat de Monsieur Warren Buffett. Ouais. Voilà, donc je vous prie, s'il vous plaît, Didier et Graham, de venir me rejoindre. Je vais simplement, en guise d'introduction, expliquer pourquoi on fait ça. Donc nous analysons les causes et on est assez courtisé pour notre base de données car nous codons tous les actes. Donc on sait quel acte a créé quel risque. Et nous utilisons la méthode alarme, qui est celle de la Haute Autorité de Santé, pour comprendre le facteur de risque. Est-ce qu'il venait du patient? Est-ce qu'il venait de l'indication opératoire? Est-ce qu'il venait de l'opération elle-même? Est-ce qu'il venait du suivi? Est-ce qu'il venait de l'environnement de travail, de la clinique, etc., etc. Donc voilà pourquoi tous les 2 ans, on fait une photo, ce que les anglo-saxons appellent un snapshot, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, il y a une évolution favorable qui a commencé probablement grâce, on parlait de chirurgie bariatrique tout à l'heure, à certaines directives de la Haute Autorité de Santé. Elle peut venir également des mesures de prévention qu'on met en place. Et nous avons avec nous le Dr Watrelot qui a présidé ASPRO, qui fait du risque opératoire, et maintenant la fondation qui également s'intéresse énormément aux facteurs de patients pour ce risque. Il y a eu un effet Covid. Donc là, on va vous présenter des chiffres où il y a un biais énorme. C'est que pendant 2 ans, certains d'entre vous ont moins opéré et forcément, la fréquence des mises en cause, puisque nous regardons les mises en cause, a diminué. En 2 mots, on conclut 2 choses de cette cartographie. D'abord, il n'y a pas eu d'effet du Covid lui-même sur les réclamations. Les patients sont intelligents, ils ont plutôt évité d'aller dans les cliniques ou les hôpitaux dans cette période-là. Ils ne réclament pas en masse pour dire « j'ai attrapé le Covid à l'hôpital ». Ça ne s'est pas passé. Nous attendons un retour de bâton sur la perte de chance, parce que certains ne sont pas allés se faire soigner par vos soins, le regrettent maintenant, et il y a un effet boomerang pour dire, et le média s'en fait énormément l'écho en ce moment, qu'ils ont perdu une chance de guérir plus vite pour ne pas s'être vu prescrit l'opération assez tôt, pour ne pas être allé en clinique au moment voulu. Mais il y a 2 nouveaux risques que nous n'avions pas anticipés. Le premier, c'est bien sûr ces risques informatiques. Nous avons fait l'objet de 30 000 attaques pendant les 2 ans qu'il y avait, parce que nous avons des données de santé. Les cliniques se sont vues régulièrement empêchées de travailler suite à ces attaques. Donc c'est ce qu'on appelle ces risques informatiques. Et là, si l'Académie peut faire quelque chose pour faire prendre conscience, parce que les cliniques ont conscience, les assureurs ont conscience, les médecins pas encore assez peut-être. Et le deuxième, c'est cette crise du personnel, c'est-à-dire que là, nous avons un surrisque en tant qu'assureur parce que vos circulantes, vos infirmières veulent changer de vie, sont parties, et c'est quelque chose que nous regardons de près. Vous avez 2 documents à votre disposition qui vont maintenant être résumés par le professeur Mutter et Graham Billingham, puisque c'est la 2e fois qu'on fait une comparaison avec les États-Unis. Le premier, c'est la cartographie des risques opératoires, où vous aurez un résumé de ce qui vient d'être dit. Et le deuxième, c'est le livre blanc que nous avons publié avec Fondapro, que le Dr Watrelot préside, pour avoir un retour d'expérience sur cette crise Covid et faire des propositions pour mieux gérer certains risques, y compris les risques ressources humaines et cette fameuse crise des infirmières. Voilà, je vous remercie. Je vais maintenant laisser la parole aux sachants. Merci Philippe, chers collègues, chers confrères. Je voulais vous présenter moi les résultats très factuels, puisque beaucoup de chirurgiens s'interrogent pour savoir quelle est la réalité du risque opératoire et ce qu'il advient aux chirurgiens, quelles sont leurs mises en cause.
d'une façon globale, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une petite diminution des mises en cause et des réclamations des patients au décours de leur prise en charge. Et cette diminution n'est pas uniquement liée à la crise Covid, puisqu'on a fait une analyse plus précise des 4 dernières années. On se rend compte que la diminution des mises en cause a commencé avant la crise Covid et a commencé avant ça. Donc, il y a probablement des chirurgiens qui font mieux leur travail, qui amènent moins les patients à se les mettre en cause d'une façon générale. Les causes vont être relativement multiples. Lorsqu'on analyse les mises en cause des praticiens, donc anesthésistes et chirurgiens, on a 3 groupes de praticiens qu'on isole. Il y a d'abord les anesthésistes réanimateurs. Eux, ils ont une fréquence de mise en cause qui augmente très légèrement. En fait, c'est pas qu'ils font moins bien leur travail, c'est probablement lié au fait que de plus en plus, quand il y a une mise en cause, les avocats mettent en cause en masse toute l'équipe, ce qui n'était pas le cas avant. À une époque, on mettait en cause le chirurgien. Maintenant, on met tout le monde en cause. On essaye même de mettre les cliniques, les infirmières. Il y a de plus en plus de monde mis en cause. On voit que les mises en cause en chirurgie, vous aurez le détail des mises en cause chirurgicales dans le document devant vous, mais globalement, il y a une diminution globale des mises en cause des chirurgiens et également une petite diminution des mises en cause en gynéco-obstétrique. Donc tout ça signifie une plus grande prise en compte du risque patient par les chirurgiens. On essaie aussi toujours d'isoler les risques spécifiques et leur évolution dans le temps. Un des risques principaux qui commence à être un petit peu mieux pris en compte, mais où le chirurgien est encore loin de faire un travail parfait, c'est la gestion de l'infection en général. On se rend compte qu'en regardant les chiffres détaillés par bloc d'années, puisqu'en fait on a comparé des périodes de 5 ans et à chaque fois il faut considérer que ces données sont toujours amalgamées sur 5 ans pour avoir des choses comparables et c'est pas une seule année, on se rend compte qu'il y a une amélioration de la qualité de la prise en charge des complications infectieuses, tant dans l'antibioprophylaxie que dans la gestion de la complication infectieuse. Malheureusement, on est encore loin du compte puisqu'on est entre 60 et 80% de prise en compte jugée correcte par les experts et dans 20 à 40% des cas, la prise en charge est non correcte. On se rend compte qu'il y a encore beaucoup de praticiens qui ne se réfèrent pas aux référents infectiologie et qui ne se réfèrent pas non plus aux recommandations de bonnes pratiques. Et malheureusement, c'est vraiment une éducation à faire dans le monde chirurgical en particulier. Un autre élément qui s'améliore également lentement et qui pourrait s'améliorer beaucoup mieux dans le monde chirurgical, c'est l'information préalable. L'information préalable, on voit qu'elle progresse légèrement, qu'on regarde les différentes courbes de 2010 à 2020, mais on a encore 30% des dossiers de mise en cause où les experts considèrent que le patient a été mal informé. Les chirurgiens, là encore, sont loin de l'information qui est donnée, par exemple, par les anesthésistes, qui est systématiquement leur document de 5 pages rempli, signé. Il n'y a pas un malade qui va au bloc opératoire sans ça. Le monde chirurgical devrait s'approcher, malheureusement, de ça. L'intérêt ne change rien pour le geste chirurgical, mais par contre, plus il y a de mise en cause, plus les patients sont indemnisés, plus les primes d'assurance sont élevées. Donc, bien entendu, la mise en cause va impacter directement les résultats financiers pour des raisons qu'on pourrait éviter. On se rend compte qu'il y a quelques domaines où la progression de l'information a été plus importante, ça ne ressort pas dans les moyennes, c'est par exemple en chirurgie bariatrique. Vous savez qu'en 2019, les demandes d'autorisation préalable ont été remplies par les chirurgiens et non plus par le patient. Et dans la demande d'autorisation préalable, il y a une fiche d'information que doit se cocher en 15 cases et signer le patient. Et on se rend compte que la qualité de l'information bariatrique atteint quasiment 90% aujourd'hui, enfin au-delà de 80%. Donc il suffit de contraindre un petit peu les gens avec des fiches et on se rend compte que l'information, à ce moment-là, progresse. On cherche aussi dans les sources de réclamation contre les chirurgiens et des mises en cause, quelles sont les causes qu'on va appeler les causes racines. Et c'est un travail particulier que font les chirurgiens qui vont assister les chirurgiens mis en cause. Qu'on revient de l'expertise, de la science à l'expertise, on essaie d'identifier les causes racines à l'origine de mise en cause. On utilise une méthodologie qui est validée par la HAS, qui est remplir les grilles alarmes, et en particulier pour le chirurgien. On va étudier le comportement, l'attitude dans la pratique médicale, les facteurs liés au contexte individuel et personnel, sa qualification, compétences et sa gestion des recommandations, et enfin les facteurs de stress associés.
Donc, je vous mets sur 2 diapositives les résultats principaux. On se rend compte que le comportement professionnel est jugé comme perfectible dans 15 à 30% des cas. C'est-à-dire que dans presque 30% des cas, le chirurgien est mis en cause par l'expert dans sa pratique chirurgicale parce qu'il ne respecte pas les recommandations, il ne respecte pas les règles de bonne pratique chirurgicale. Et cette pratique médicale sur le geste chirurgical à proprement parler est perfectible dans 10 à 20% des cas. Donc on voit que la formation des chirurgiens au respect des bonnes pratiques doit encore progresser. Les recommandations existent, il faut absolument les suivre. Et ces facteurs humains qui sont des facteurs déterminants dans la mise en cause, donc on est dans le bloc opératoire, mais on est un petit peu loin du matériel dont on parlera après, on se rend compte qu'il y a quand même des mises en cause en raison des compétences chirurgicales par les erreurs médicales et les erreurs chirurgicales qui sont faites. C'est l'accident médical fautif, c'est l'absence de suivi des recommandations et on est toujours surpris à quel point les chirurgiens ne connaissent que mal les recommandations, même les recommandations publiées, et qu'on prépare les expertises et qu'on demande aux chirurgiens s'ils ont respecté les recommandations. Il y en a qui ne savaient même pas qu'elles étaient publiées. Là encore, on a un travail de formation à faire. Et le retard de prise en charge, ça c'est la dernière complication. Alors elle existe souvent le week-end, mais entre le moment où le patient commence à faire sa complication, il y a des facteurs d'alerte qui ne sont pas suivis, respectés et qui n'entraînent pas toujours les actions correspondantes à la prise en charge de ces complications. Tout ça, ça amène également, bien entendu, une augmentation des coûts. Donc là, c'est ce que va avoir l'assureur à prendre en charge comme conséquence, puisque plus il y a de mise en cause et plus il y a d'indemnisation, plus l'assureur va être obligé d'adapter ses primes. Et on voit que le nombre de dossiers clos et indemnisés augmente. Bien sûr, il augmente lentement, mais il augmente de façon régulière. Et vous verrez par nos confrères américains que ces augmentations d'indemnisation augmentent également, même si les mises hors de cause reste quand même relativement importante grâce à la défense qu'on arrive à donner aux praticiens. Donc on va donner la parole au Dr Graham Billingham qui va vous présenter la comparaison de ce qui se passe dans notre pays avec les États-Unis. Bonjour et merci beaucoup. Excusez-moi, je parlais en anglais, ça c'est mon français, et comme ci, comme ça. I have some slides that I've put in French so that you can read, and thank you very much for having me here to share our data and our thoughts on some of the common problems and solutions that we have together. We also have been affected in the last 2 years by many of the same stresses from the pandemic, and we'll talk about those. Thank you for allowing me to be in this historic place. This has a lot of memories and a lot of history. On the first slide, the dark bars represent the frequency. And in the last decade in the United States, the frequency of claims, as in your country, as Didier just showed, has come down. And I am often asked, why is that? I would love to take credit and say it's because we have improved patient safety and risk management, but it's not just one cause, it's many causes. In the United States, as you know, we have 50 different states. Some of those states have laws which help protect tort reform or put a ceiling on the amount of damages that you can sue a physician for. We also, it is very expensive in the United States. The malpractice attorney has to pay the costs up front before there's a trial. So they're not going after the small trials, they focus on the large trials. And last but not least is, like you, we are getting better at patient safety. We are getting better at risk management. I would ask all of you, in the last 30 years, in your own specialty, you know what the top 10 reasons that we get sued for. So for me, for the last 35 years, I think that malpractice is predictable. I think we know where the risk comes from.
and therefore I think we should work together to share ideas in how to prevent them. If you look at this, this is our surgery claims data. So this is all surgery. We can do this by specialty, but it's helpful to lump them into two groups. One, the surgical claim related to the technical performance of the procedure. Doing the operation there is a complication. A very good example of this is the robot. So the robot is a new procedure for all of us in surgery. And with any new procedure, there's a learning curve. We saw that with laparoscopy. We probably will see that with artificial intelligence. It takes us a while to get better, so there is a learning curve. That's the left side, is the technical component. The blue bar represents the volume or the frequency of the procedures, and the red bar represents the cost or the dollars paid out. What we know in surgical claims is that there is a high frequency, but the most expensive are not the technique, but they're the problems with management of the patient. And that is something you have focused on in France, as I worked with my Branche colleagues for the last 7 years, to detect the early detection of sepsis, postoperative complications, wound infections. It is the detection and management of those and the early intervention, so there's no delay in responding to a complication. A great example of that is a person in a US hospital who gets surgery on a Friday, and the nurse notices that there's something wrong, but that information is not communicated to the surgeon and is not addressed until Monday morning. So we call it the same as you, loss of chance. We didn't have time to intervene to decrease the complication. In all of our cases, and this represents the 6 top allegations of claims in the United States, and we can break them down in the operating room, and we can look at surgical divided into the performance of the surgery or the management. Also, the largest medical malpractice claims paid out are on the medical side for failure or delay in diagnosis. So that would be a delay in diagnosis for things like cardiovascular disease, stroke, and cancer. So the failure or delay in diagnosis is the most costly, but the most frequent are surgical procedures, and that's because it's a very high volume. You do many things, many technical things. We also look at anesthesia to understand the performance in the operating room. Not only the technique of anesthesia, but also the management and what happens post-operatively after the patient is resuscitated, and we'll talk about that. So in talking about how would you understand the causes, what are the root causes that cause surgical claims in the United States? So the first I talked to, which was really the ability of management of surgical patients and the ability of the surgeon to respond in a timely manner, so no delay. And that takes active monitoring, understanding that somebody's got decrease in their vital signs, increase in heart rate or blood pressure, and the early detection and intervention and correction of a problem. And that is one of our #1 issues, and it's really focused after the operation in the post-operative period. And I know that's something that you work on very hard here in France. We'll also see the complications of the procedure, whereas if there is a complication, are we able to understand that? And those complications include bleeding, include early infection, and we'll talk specifically about some of the damages that we get sued for. If you look at diagnostic errors in surgery, the diagnostic errors, the 3 diagnostic errors in the United States that surgeons are sued for are failure to diagnose cancer, primarily breast, lung, and colon, some prostate, although that's a smaller number. The postoperative infections divided into 3 different categories: early detection of sepsis, wound infections,
Also things like complications like pulmonary emboli, post-operative changes that we see. And then the last is, again, delays in identifying known complications. We know we're not perfect. We know we'll make mistakes. We'll have complications. But to the extent that we can intervene, and I'll talk a little bit more about that when it comes to communication with patients. You do not get sued for having a complication in the surgery theater. You get sued when there's a complication and an upset family or an upset patient. We'll spend some time talking about, even if there's a complication, the ability to prevent litigation by communicating better with the patient and their family is very important. And last but not least is communication in the operating room. You have done what we have done, and I know from talking to your surgery colleagues, we are better at team training and communication. We need the nurses to speak up and to tell us if they see something wrong. We need the anesthesiologist talking with the surgeon. We need the surgeons to communicate better. So much of our training is focused on learning to do the procedure and the technique. In the future, we're going to spend more time also teaching young surgeons on how to communicate, how to be a leader in the operating room, and how to make sure that we get information back from everybody. Okay, a little bit in French. Didier asked me, tell me about what the experience of malpractice is in the United States. From a frequency of all cases, it's the highest. It's about 30%, 28% on the frequency of our cases. But as I mentioned earlier, the most expensive are the delays in diagnosis, and that's really on the medical side of the house. If you looked at things per specialty, orthopedic surgery, particularly spine surgery, obviously obstetrics, and visceral surgery. I was asked earlier about the component of bariatric complications, represent about 6% of our visceral surgery complications. And what are the types of complications that we get sued for? We get sued for perforation or laceration, for bleeding, for infection, for damage to nerves, and for retained foreign bodies. And that's what we see in the litigation. When we study why did these things happen, what we see is cases of poor communication, cases where there's a problem in technique, so that means our skills have to be good, and we know to focus on that. We also have to be the selection of the patients. Sometimes we don't choose the right procedure for the right patient risk. An example I would give you is there is a lot of pressure in the United States to perform surgeries not in the hospital, but in ambulatory setting. When mistakes happen and it's an outpatient surgery, one of the things we are learning is, in retrospect, we probably should have done that patient in the hospital with more resources and as opposed to doing it. So we look over our shoulder and say, we didn't get the risk right early. Almost finished. 2 more slides. The other thing that I was asked for, what is the impact of COVID? We have the same experience now happening again. Our operating rooms are closing because of the shortages of nursing staff. We can't operate at the capacity because the hospitals are full of COVID patients. We are more worried from a malpractice point. We are more worried about the non-COVID claims than the COVID claims because we have delays in diagnosis because patients have not been able to get colonoscopies, mammograms, angiograms. So there's this huge delay. We're worried that that risk may come back to the physicians. Even though the claims have gone down, and then COVID has driven the claims down, why? Because our operating rooms are closed, there are less procedures, less patient visits, and our courts were closed. That is just starting to open up now. But our defense costs and the costs of severity, that red curve that goes up, both for physicians and hospitals, continues to grow. So our frequency is down, but our costs and severity are up.
The other points I would just make is, as Guigui was saying, we are very much impacted by workforce shortages. It's a problem. Some of our hospitals can only operate at 60 or 70% because we don't have the personnel. Cyber risk, I know you're going to talk to, is a huge problem in trying to help physicians protect from cyber risk. And last but not least is burnout. We had burnout before COVID. Now we have burnout is much more. Here's the correlation. We know that burnout contributes to mistakes, medical errors, and complications. And that is related to litigation and lawsuits. So we have to develop systems to prevent the burnout. I will finish by just saying that we focus on these things. We focus on excellence in procedural skills. We focus on communication of the team. We focus on teaching people how to early detection of problems so that they don't wait. We learning more and more about being empathy and understanding and better communication with patients and their family. And I know there's a lawyer in the room, and what he would say to you is the importance of documentation that helps us defend these claims. Thank you very much. Non, vas-y, Charles. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions très particulières? Oui. Le micro. Monsieur Bourret, est-ce qu'on peut lui donner le micro à M. Caton? Attends. Ça, c'est l'orthopédiste. Oui, bonjour, Jacques Caton. Merci à Philippe Ozimour et à son équipe pour ce travail. Moi, je trouve un peu extravagant qu'on continue à charger les chirurgiens. Il est évident qu'il faut continuer à travailler, mais on a oublié que depuis 15 ans en France, grâce à un certain nombre de collègues dont je fais partie, notamment Olivier Galland et Patrice Papin et moi-même, nous avons créé Orthorisque et tous les organismes de gestion des risques en France ont pris modèle sur Orthorisque. Donc ça fait 15 ans qu'on fait de l'éducation et ça fait 15 ans qu'on se bat pour diminuer les risques. Et je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à ça, quels que soient les assureurs, que ce soit le groupe branché ou en France, les deux autres assureurs comme la MACSF ou CHAM, montrent exactement la même tendance à la diminution des plaintes. Je ne pense pas que la Covid ait diminué la fréquence, parce qu'il faut c'est pas le volume. Bien sûr que le volume diminue puisqu'il y a moins d'actes. Mais la fréquence, à mon avis, n'a pas changé. Et puis, il y a eu des risques qui étaient attenants au problème de la Covid. Bon, alors, il reste un certain nombre de choses. Moi, je crois qu'on ne peut pas comparer les États-Unis avec la France. C'est complètement aberrant de faire une comparaison comme celle-ci. En France, on gère nos risques. Philippe Ozimour, qui vient chaque année à Orthorisque, il voit bien comment on travaille. Chaque année, pendant le congrès de la Softcode, il y a plus de 1000 chirurgiens qui sont là. À partir de l'année prochaine, en France, on va mettre l'accréditation des équipes et on va quasiment obliger les chirurgiens hospitaliers à gérer les risques comme les chirurgiens du privé. Je pense que ça va encore améliorer les choses. Mais enfin, il ne faut pas oublier que grâce au travail qu'on a fait, on a diminué. Bon, le travail qui reste à faire, effectivement, où je suis d'accord avec notre collègue outre-Atlantique, c'est le problème des coûts qui augmentent. Mais les coûts qui augmentent, c'est pas obligatoirement la gravité des réclamations. Les coûts qui augmentent, c'est aussi un problème d'éducation des juges qui est à faire. Je pense qu'il faut qu'on travaille, et à Orthorisque, on a décidé de travailler avec les magistrats pour faire en sorte qu'on diminue les risques. Jacques, merci. Merci pour ton intervention. J'ai terminé. Merci. Simplement, je voudrais juste rappeler un chiffre. Grâce à Orthorisque, quand même, on a fait rentrer depuis 15 ans 300 millions dans la poche des chirurgiens orthopédistes. Parfait. Est-ce que Richard Villet veut intervenir? Et vous avez peut-être besoin de répondre, mais l'idée d'une comparaison internationale est peut-être quand même malgré tout intéressante, même si les choses sont spécifiques, contextualisées, avec différents systèmes de prise en charge. Que ce soit aux États-Unis ou en France, c'est le problème de la compétence. Qu'est-ce qui est compétence ?
Et vous savez qu'il y a eu la réforme de 2017 et qu'on se passionne dans un groupe de travail sur la formation initiale, la formation continue, et on s'interroge beaucoup dans notre pays sur le contrôle de la compétence. Est-ce que c'est uniquement de lire les bonnes pratiques, de participer? Vous savez que la formation continue compte beaucoup. Quelle est l'opinion de l'assureur sur le moyen de contrôle des compétences? Est-ce que vous pensez, et donc je rejoins les problèmes de recertification, etc. Et je pense que ça manque grandement dans notre pays. Et quelle est la comparaison aux États-Unis? Parce que finalement, on a la même chose. Or, aux États-Unis, on a beaucoup de labels, de tampons, de congrès, peut-être encore plus que nous, puisque c'est déjà sur le marché. Quelle est un peu votre opinion sur le contrôle de la compétence des chirurgiens? Sur la comparaison américaine, c'est une comparaison de tendance, c'est pas une comparaison de chiffres. Là où je suis pas d'accord, c'est que ils ont eu les cyber risks avant nous, on les a vus arriver et vous verrez que les cliniques ont vu leurs primes pour assurer les risques informatiques multipliées par 10 à peu près, quand elles sont encore assurables d'ailleurs, maître. Donc c'est une tendance. Il y a des tendances là qui arrivent 5 ans après chez nos amis anglais qui sont avec nous ou irlandais et 10 ans après chez nous. C'est un fait. C'est lié à leur technologie, c'est lié. On l'a déjà. Donc ça vaut le coup quand même de regarder ce qui se passe, pas de comparer du chiffre. Néanmoins, dans la diminution de fréquence, on se fait tous plaisir en se disant c'est les formations, c'est orthorisque, etc. C'est sûrement vrai, puisque ces organismes ont contribué à faire diminuer la fréquence. Mais il y a également de la réglementation, il y a des fois le rôle de l'assureur qui augmente les primes pour certains en disant attention, là on est à la limite de l'assurabilité. Donc c'est multifactoriel. Donc voilà ce qui se passe. Voilà ce que je pense fondamentalement. C'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe chez les autres pour voir ce qui peut arriver chez nous. Vous touchez le fond de la question. Je crois qu'on est allé jusque là où on pouvait aller dans toute forme d'enseignement, d'ailleurs, c'est-à-dire soit à la fac, soit dans les OA, sur le technique. Et c'est pas pour rien que d'ailleurs, lors du congrès de la Sofcote, la déléguée générale d'Orthoris m'a dit mais est-ce que vous allez faire quelque chose sur ce qu'on appelle les soft skills? Donc pour répondre à la question, je pense qu'on a fait progresser et fait baisser la fréquence des mises en cause, donc la qualité des soins ou inversement comme vous voulez, sur les compétences techniques. Il y a encore d'immenses progrès à faire sur les compétences non techniques, donc relationnelles, comportementales, de communication. Voilà, là-dessus, c'est là une grosse marge de progrès, à la fois pour améliorer le soin en communication interne, inter-équipe, ou avec le patient, bien entendu. Oui, je veux juste une dernière intervention très courte. Vous savez qu'en France, on a le problème, donc ce fameux diplôme, formation, compétence, on a le diplôme pour toute la vie. Et je voudrais insister ici, parce qu'on va sûrement faire un rapport sur ce sujet, c'est qu'on vous donne à l'instant T, sur des maquettes, la certification pour. Or, c'est clair, la chirurgie viscérale, vous pouvez vous hésiter, la cancérologie, et vous pouvez changer en fonction du temps. Donc il me paraîtrait important que les tutelles, entre guillemets, fassent une mention. Vous êtes spécialisé en cancérologie, 10 ans plus tard, si vous voulez faire autre chose, comment certifier que vous serez spécialisé pour l'obésité? Et je me tourne vers Iraj Gangbach, c'est exactement le problème qu'on a senti hier. Finalement, celui qui doit faire, c'est celui qui sait faire. Mais comment celui qui sait faire? Alors, il y a sûrement le problème d'être dans une équipe intégrée, parce que plus c'est sophistiqué, plus il faut dans une équipe, et là on peut le contrôler. Mais c'est vrai qu'à titre individuel, le législateur, l'ordre, n'a pas bien su faire cette chose. Et vous savez qu'en France, les VAE ont disparu. Et je trouve que c'est quand même un vrai problème, peut-être qu'il faudrait qu'on mentionne en se tenant la main. Voilà. Alors, l'assureur ne peut pas répondre à cette question. Sachez que même quelqu'un qui n'a pas fait ça... Iraj a peut-être envie de répondre, puisqu'on l'a interpellé. Écoute, Richard, si tu te rappelles, à la trilogie de médecine, on avait fait une communication en disant qu'il ne faut pas donner de droit d'exercice à vie. Et on avait dit qu'il fallait changer. Alors, les gens qui disaient 5 ans, moi, j'avais proposé 10 ans. Donc, répondre à ta question, c'est très simple. Il faudra qu'on donne les permis d'exercer temporaires et qu'on renouvelle. Et chaque société savante donnera ses critères. Bien, écoutez, merci beaucoup, monsieur.